Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle webconf annuelle de la FEF. Ce soir, nous vous proposons une rétrospective des meilleures publications scientifiques de 2024. J'ai le plaisir d'être accompagné de Aurélie Plessier de la PHP Beaujon, Édouard Bardou-Jacquet de Rennes et de Charlotte Constantin de Grenoble. Je vous propose de commencer tout de suite avec Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Jérôme. Qui va nous parler de cirrhose, d'hypertension portale et de maladies rares du foie. Absolument. Et donc, on va essayer de suivre le déroulé de ce petit fil bleu. Et je vais commencer par un peu de physiopathologie, l'hypertension portale et l'inflammation. Et vous présenter cette étude espagnole qui cherche à montrer que l'inflammation systémique précède la décompensation au cours de la cirrhose compensée. Donc, la dysfonction circulatoire systémique et l'hypertension portale sont les moteurs de la transition de la cirrhose compensée à la cirrhose décompensée, alors que l'inflammation systémique agit sur les lésions tissulaires qui vont entraîner cette ACLF dont on parle depuis plusieurs années. Les objectifs de cette étude étaient donc de mieux évaluer l'inflammation systémique chez les patients atteints de cirrhose compensée, avec ou sans hypertension portale cliniquement significative, et son évolution par rapport à la survenue d'une première décompensation. Donc, les méthodes de cette étude étaient de doser des biomarqueurs à la fois à baseline dans un groupe de témoins sains, dans un groupe de patients cirrhotiques avec une hypertension portale non cliniquement significative chez 54 malades, et dans le groupe de la cohorte prédécis de patients avec une cirrhose compensée avec une hypertension portale cliniquement significative, 164 patients, donc qui étaient évalués, eux, à baseline, à 1 an et à 2 ans sur ces biomarqueurs. Il s'agissait donc d'un groupe de patients ayant un gradient de pression hépatique supérieur à 10 mm de mercure et pas de grosses varices. Les biomarqueurs d'inflammation évalués étaient pour l'inflammation systémique l'interleukine 6, dont je vais vous montrer les résultats, le TNF-alpha, le facteur von Willebrand et la CRP, les marqueurs d'activation macrophagique, le CD14 et le CD163, de la dysfonction de la barrière intestinale avec le FABP et l'aptoglobine, et la translocation bactérienne avec le LPS et le LPS binding protein. On n'est pas étonné qu'au cours des caractéristiques à l'inclusion, les patients ayant une hypertension portale cliniquement significative de l'étude prédécis aient un gradient de pression hépatique moyen plus élevé et plus fréquemment des petites varices que à la fois les témoins sains et les patients ayant une hypertension portale non cliniquement significative. Donc voici les résultats de ces biomarqueurs d'inflammation systémique et d'activation macrophagique. Vous voyez que parmi les patients du groupe hypertension portale cliniquement significative des 64 patients de l'étude prédécis, 22% ont présenté une décompensation et 131 patients n'ont pas présenté de décompensation. Vous voyez que l'interleukine 6 était à baseline significativement plus élevé chez les patients qui avaient une hypertension portale cliniquement significative. Et au cours de l'évolution, vous voyez également que les patients qui avaient une décompensation avaient une interleukine 6 qui était également significativement plus élevée. Les résultats étaient similaires pour les marqueurs d'activation macrophagique et le CD163. Et en ce qui concerne les lipopolysaccharides, le LPS, sur l'image de droite, vous voyez que également au cours du suivi, le LPS était significativement plus élevé que dans le cas de l'hypertension portale cliniquement significative. En revanche, il n'y avait pas de corrélation entre ces biomarqueurs et le fait d'avoir une infection bactérienne pendant le suivi médian de 37 mois. En conclusion de cette étude, il semble que l'inflammation systémique soit bien concomitante de l'hypertension portale cliniquement significative et qu'elle précède la première décompensation. On a encore besoin d'un peu clarifier la corrélation entre cette translocation bactérienne et cette inflammation systémique qui n'était pas clairement établie dans cette étude. Une deuxième étude que je voudrais vous présenter sur les tests non invasifs, on en a beaucoup parlé pour Bavenoced dans le diagnostic et le pronostic de l'hypertension portale cliniquement significative au cours de la maladie chronique avancée. Donc, il s'agit d'une étude monocentrique autrichienne. Je vous rappelle très brièvement les chiffres clés de Bavenoced avec le fait d'avoir une élasticité hépatique inférieure à 10 kPa qui va exclure
une maladie chronique avancée. Le chiffre de 15 kPa où la maladie chronique avancée est extrêmement probable, et on rajoute le chiffre de 25 kPa qui permet de définir une hypertension portale cliniquement significative, en particulier selon certaines étiologies, l'hépatite C, l'hépatite B, la maladie alcoolique du foie et les NASH d'un obèse. Après Bavenov-7, donc, le fait d'avoir un gradient de pression veineuse hépatique supérieur à 10 il était bien établi qu'il c'était un facteur prédictif de décompensation de la cirrhose, et que pour ces patients, un traitement par bêta-bloquant non sélectif dès le diagnostic d'hypertension portale cliniquement significative devait être introduit pour prévenir la survenue de décompensation, et que donc il était extrêmement important d'évaluer cette présence ou cette absence d'hypertension portale cliniquement significative chez les patients atteints d'hépatopathie chronique avancée compensée. Évidemment, le gradient de pression est un test invasif qui ne peut être réalisé que dans des centres experts, et donc différentes méthodes non invasives ont permis récemment de mieux caractériser cette hypertension portale cliniquement significative, que ce soit l'élasticité hépatique, on vient d'en parler, le modèle Anticipate qui inclut les plaquettes, qui rajoute les plaquettes à l'élasticité hépatique, le modèle Anticipate NASH qui rajoute l'IMC à cela, et puis un score local autrichien, le score Vitro, qui teste les plaquettes et l'antigène du facteur von Willebrand. Les objectifs de cette étude étaient donc d'évaluer l'apport pronostique de ces tests non invasifs pour mieux dans la prédiction de la première décompensation hépatique chez les patients atteints d'hépatopathie chronique avancée compensée. Et les patients, donc, dans cette étude, étaient caractérisés par un fibroscan supérieur à 10 kPa, et chez tous ces patients qui n'avaient pas eu d'antécédent de décompensation, on mesurait ces marqueurs de tests non invasifs. Étaient exclus les patients avec une infection, un TIPS, un traitement par bêta-bloquant, etc. Et donc les tests non invasifs dont on a déjà parlé étaient évalués pour voir s'ils étaient prédictifs de cette survenue d'une décompensation hépatique. Les résultats sont les suivants. Il y avait 420 patients qui avaient une maladie chronique avancée avec 52% d'hépatite virale, 20% d'alcool, 20% de MASH, et 67% de ces patients avaient un gradient supérieur à 10, donc en faveur d'une hypertension portale cliniquement significative. L'incidence cumulée de décompensation hépatique à 1 an était de 4,7% et de 8% à 2 ans. Les résultats importants, c'est que la prédiction du risque de décompensation en analyse multivariée était parfaitement effectuée par tous les tests utilisés et de façon indépendante du MELD et de l'albumine. En revanche, dans le sous-groupe MASH ou maladie alcoolique du foie, l'élasticité hépatique et le ratio élasticité hépatique sur plaquettes n'étaient pas des bons marqueurs prédictifs de risque de décompensation, alors que le modèle Anticipate et Anticipate NASH étaient très prédictifs de cette première décompensation hépatique. Donc, au total, le gradient de pression hépatique et les tests non invasifs prédisent de façon similaire la décompensation hépatique, et tous les seuils qui étaient précédemment proposés ont tous permis de distinguer avec précision les patients qui avaient un risque faible de ceux qui avaient un risque fort de décompensation hépatique. En conclusion, la performance pronostique de ces tests non invasifs pour l'hypertension portale cliniquement significative est comparable à celle du gradient de pression hépatique. Ces tests sont facilement utilisables en pratique. Ils vont permettre de mieux sélectionner les patients nécessitant un traitement préventif de la décompensation hépatique, en particulier dans cette zone grise entre 10 et 15 kPa. À noter quand même une limite de certains tests. Seuls Anticipate et Anticipate NASH et le score Vitro sont utilisables dans le groupe MASH ou dans le groupe maladie alcoolique du foie. Donc, Aurélie, on voit que les tests non invasifs, pour l'évaluation de l'hypertension portale, ils prennent de plus en plus d'importance. Bavenov-6, c'était exclure ou la nécessité d'endoscopie. Bavenov-7, maintenant, c'est affirmer l'hypertension portale cliniquement significative et donc la prescription de bêta-bloquants avec une zone grise. Donc, tu penses que finalement, ces tests-là, c'est Bavenov-8 qui arrive ? Absolument.
qui arrive cette année d'ailleurs. Et donc, ça va permettre de vraiment affiner ces critères, en particulier pour ces patients un peu complexes, entre 10 et 15 ou 10 et 20 kilopascal. Il n'y a plus de zone grise avec ces modèles-là. Les seuils qui ont été donnés permettent vraiment d'être assez rassurés sur la stratégie qu'on a de mettre en route des bêta-bloquants dans les patients, chez les patients. Ou tout du moins, s'il y a une zone grise, elle sera encore plus petite. Voilà, exactement. Donc maintenant, je vais passer au pronostic de la cirrhose et aux marqueurs pronostiques et vous parler un peu de la myostéatose associée à la sarcopénie. La malnutrition et la cirrhose ont été évaluées depuis longtemps et la prévalence est évaluée à 20 à 50% des patients. Elle est corrélée avec la sévérité de la cirrhose. Certaines causes également, comme l'alcool, la cholangite biliaire primitive, sont beaucoup plus associées à la malnutrition. Les mécanismes sont assez bien connus, diminution des apports, anorexie, maldigestion, modification du métabolisme du glucose. C'est connu depuis tellement longtemps que c'était déjà inclus dans le score de Child-Turcotte qui évaluait l'état nutritionnel bon, moyen et pauvre. En revanche, on manque d'outils fiables pour bien évaluer la dénutrition du cirrhotique. Depuis un certain nombre d'années, la sarcopénie a été largement évaluée, à la fois soit sur l'épaisseur du psoas, soit sur l'épaisseur des muscles squelettiques au niveau de L3. Et aujourd'hui, la myostéatose, qui analyse plutôt la qualité du muscle, et semble être un marqueur intéressant dans le pronostic de la cirrhose, en particulier au cours du carcinome hépatocellulaire et de la MASH chez les patients non obèses. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent et ici, l'étude voulait évaluer la sarcopénie et la myostéatose et son impact pronostic au cours de la cirrhose. Donc, il s'agit d'une étude prospective avec 26 centres italiens entre janvier 2019 et décembre 2021 qui était suivi pendant 1 an. Le scanner était analysé avec une coupe au niveau de L3 et L4 et les patients avec CHC ou transplantés étaient exclus de l'étude. Donc, on évaluait la sarcopénie qui était avec les critères moins de 50 cm² par mètre carré chez l'homme ou moins de 39 cm² par mètre carré chez la femme, et la myostéatose sur la moyenne de la densité de l'ensemble des muscles en fonction du nombre d'unités Hounsfield dans le muscle et rapporté au BMI. On évaluait aussi la frailty avec des tests de hand grip et des tests de up and go, comme ici, et on utilisait le Liver Frailty Index pour voir si les patients avaient une frailty importante ou pas. Donc voici la population. Vous voyez la population de la cohorte complète. Les patients avec une sarcopénie ou une myostéatose avaient plus souvent une ascite ou une maladie grave du foie et une maladie alcoolique ou dysmétabolique. Voici les résultats. Vous voyez la différence entre les patients qui n'avaient pas d'altération musculaire, une sarcopénie ou une myostéatose, et les anomalies étaient plus marquées chez la femme, 88% versus 73%, avec une myostéatose plus fréquente, 52% chez la femme versus 32% chez l'homme. Et vous voyez ici sur les courbes du haut qui sont soit myostéatose et sarcopénie, soit myostéatose seule, que c'était significativement plus associé au décès que les patients qui n'avaient pas de myostéatose. En conclusion, la sarcopénie mais également la myostéatose sont associées à des maladies avancées et sont un facteur de détérioration de la fonction musculaire et est très largement associé à la survie des patients et plus associé au mauvais pronostic, soit décès, soit plus d'hospitalisation au cours décrites autour de cette étude. De la même manière, les tests de la fonction musculaire sont des marqueurs de la sarcopénie et de la myostéatose. Alors, la sarcopénie, maintenant la myostéatose. Donc on sait, il y a de plus en plus de littérature qui montre que c'est fortement associé au pronostic, surtout chez les patients qui ont une maladie avancée, sévère, décompensée. À l'inverse,
Est-ce qu'on sait si agir sur ces facteurs de risque, la renutrition par exemple, ça va améliorer le pronostic du patient? Est-ce que c'est des acteurs sur lesquels il va falloir qu'on joue pour nos patients? Alors, il y a de plus en plus de travaux qui quand même vont dans ce sens, et ce n'est pas que la renutrition, c'est aussi la remusculation. Et donc l'activité physique adaptée, il y a quand même de plus en plus de travaux qui vont dans le sens de oui, on peut agir. C'est très difficile à mettre en évidence l'impact, bien entendu, parce qu'il y a plein d'autres facteurs associés. Mais il semble que c'est surtout l'action sur le muscle, presque plus que sur la dénutrition. Je vais maintenant passer à cette dernière étude sur les statines qui peut-être finalement améliorer l'hypertension portale. Cette étude donc espagnole qui a été récemment publiée dans Hepatology sur les effets de la simvastatine ajoutée au carvedilol chez les patients qui ont une hypertension portale sévère et une réponse sous-optimale au traitement bêta-bloquant. Il s'agit d'une étude contrôlée versus placebo en double aveugle. Je ne rappelle pas ces points, juste les objectifs de traitement aujourd'hui dans l'hypertension portale. Ça va être donc de prévenir la compensation et de prévenir la rupture de varices œsophagènes avec les bêta-bloquants. Mais comment prévenir agir en prévenant la progression de la fibrose? Et c'est ici que les statines auront peut-être un rôle en plus des bêta-bloquants. Donc les bêta-bloquants vont agir sur la vasodilatation splanchnique et systémique, sur l'index cardiaque. Le carvedilol rajoute aux bêta-bloquants non cardiosélectifs en agissant sur les modifications hémodynamiques, en particulier intrahépatique et le NO intrahépatique. Et les statines ont probablement un rôle à la fois sur ces modifications hémodynamiques intrahépatiques, mais également sur les modifications architecturales et le fait d'avoir des nodules de régénération, le remodelage vasculaire, les microthrombes. Et donc l'objectif de cette étude était d'évaluer si l'association de la simvastatine au carvedilol permet d'améliorer les effets hémodynamiques du carvedilol seul chez les patients atteints de cirrhose compensée ou non, avec des varices à eau grise de saignement et une réponse insuffisante au propanolol. Donc le schéma de l'étude était le suivant. Les patients avaient une cirrhose compensée ou non, des varices à haut risque de saignement sans antécédent de rupture, et les patients avaient une cirrhose sévère, et ça c'est important par rapport à l'étude précédente, étaient exclus les patients avec un Child-Pugh supérieur à 12, le carcinome vasculaire ou une thrombose porte. Donc les patients avaient d'abord une première mesure du gradient de pression hépatique. Ils étaient inclus s'ils n'avaient pas de réponse hémodynamique aiguë au propanolol intraveineux. Après, on faisait des titrations progressives de carvedilol et les patients étaient ensuite randomisés soit avec de la simvastatine en plus du carvedilol, soit du placebo. Et à S4 et S6, on faisait deuxième mesure du gradient de pression après repas test et 30 minutes après. Alors voici le diagramme de flux. En fait, il faut regarder le bas de la diapositive. Il y avait donc finalement 62 patients qui répondaient aux critères, qui ne répondaient donc pas au propanolol IV et qui étaient traités par carvedilol et randomisés soit dans le 41 dans le groupe carvedilol placebo et 41 dans le groupe carvedilol et simvastatine. Donc les groupes étaient comparables, que ce soit en termes de gravité, cause de la cirrhose et de dose de carvedilol, dose relativement élevée, après titration. Donc vous voyez ici les résultats hémodynamiques. Il y avait donc un effet significatif sur la mesure de ce deuxième gradient de pression hépatique après introduction de la simvastatine. Vous voyez qu'il y avait une baisse significative du gradient de pression, mais également de la variation entre les deux gradients de pression avant et après introduction de la simvastatine. Le traitement par carvedilol et simvastatine était le seul paramètre associé à la réponse hémodynamique. Une nouvelle mesure 30 minutes après un repas hypercalorique hyperprotidique montrait également dans cette situation, lorsqu'on ajoutait les statines, peut-être un effet encore plus important des statines dans cette situation. Ici, on pense que la simvastatine rajoutée au carvedilol
permet d'avoir une meilleure réponse hémodynamique significative et ceci est encore vrai en postprandial. Ces résultats sont contradictoires avec une étude précédente, mais il ne s'agissait pas des mêmes patients et donc il va falloir un peu affiner la traduction clinique à qui on donne ces statines, à quel moment, probablement des patients donc avec des cirrhoses moins graves, en particulier aussi à cause du risque d'effets secondaires. Je vais donc maintenant vous parler des travaux sur les maladies rares et ici sur l'hépatite auto-immune, une très jolie étude sur le mycophénolate mofétyle versus azatioprine dans l'hépatite auto-immune. Vous savez que les recommandations à la fois de l'EASL et de la SLD recommandent l'association prednisolone-azatioprine dans le traitement d'induction avec un taux de réponse de 35 à 75% et un risque d'arrêt précoce de l'Immurel, plus de 15% des patients qui ont un arrêt précoce, surtout en raison des effets secondaires. Les objectifs de cette étude étaient donc d'évaluer l'efficacité et la tolérance du MMF en association à la corticothérapie comme traitement de première ligne de l'hépatite auto-immune. Et donc, les patients recevaient de la prednisone à S0 et ensuite étaient randomisés soit pour du MMF, soit pour de l'azatioprine, avec une augmentation progressive des doses. Voici donc les résultats. Vous voyez ici que les résultats sont nettement meilleurs dans le groupe mycophénolate mofétyle et ce, avec plutôt moins d'effets secondaires induits par le MMF. Et donc, cette étude montre une supériorité du MMF par rapport à l'azatioprine chez des patients ayant une hépatite auto-immune naïve de traitement, ceci avec un bon profil de tolérance du MMF. Les limites de cette étude sont que l'effectif est quand même faible, qu'il s'agit d'une étude ouverte et la place du MMF restera quand même à définir dans la stratégie thérapeutique. Ne pas oublier qu'il existe un risque tératogène, ce qui n'est pas le cas avec l'Immurel. Aurélie, tu as émis les limites de l'étude, hein, faible effectif, ouvert, très bien, mais le message, il est fort quand même. En pratique, on continue l'azatioprine ou on switch vers le mycophénolate mofétyle? Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer à switcher en étant bien vigilant sur ce risque tératogène. Vous savez que ces hépatites auto-immunes atteignent souvent des femmes relativement jeunes et donc il faut vraiment prévenir les patientes. Si on utilise le MMF, on peut, je pense, vraiment commencer à switcher, mais bien prévenir les patientes de ce risque tératogène afin de ne pas l'utiliser en cas de désir de grossesse. Alors, par switcher, je disais pas les patients équilibrés sous Immurel, les mettre sous... Non. À partir d'aujourd'hui, est-ce que... Absolument. En introduction, oui, j'ai compris. On part, voilà. Oui, tout à fait. Qu'on évite les malentendus. Oui, tout à fait. En première intention, on peut tout à fait donner aujourd'hui MMF et corticoïdes, alors qu'auparavant, on donnait de l'Immurel et des corticoïdes avec cette précaution en rapport avec la grossesse. Donc maintenant, on va passer à la cholangite biliaire primitive et je vais vous présenter les résultats de cette étude de phase 3 du Sela-Delpar dans la cholangite biliaire primitive. Je vous avais présenté l'année dernière les résultats de l'élafibranor. Il s'agit de traitement de deuxième ligne de la CBP. Vous savez qu'il y a une très belle étude sur le bézafibrate, mais qui reste hors AMM, publiée par l'équipe de Saint-Antoine. L'acide obéticolique, pour lequel on n'a plus d'accès aujourd'hui en Europe. Et puis ces nouvelles classes thérapeutiques, les agonistes de PEPAR, non fibrates, qui sont maintenant évalués. Donc, le design de l'étude était une étude randomisée 2/1 contrôlée en double aveugle multicentrique internationale. Il s'agissait d'une phase 3 sur 52 semaines. Les critères d'inclusion étaient les patients qui avaient une réponse inadéquate ou une intolérance à la UDC. Les critères de jugement principal étaient le fait d'avoir des phosphates alcalines à moins de 1,67 fois la normale, avec une diminution de plus de 15% de ces phosphates alcalines et une bilirubine totale normale à 52 semaines. Le critère de jugement secondaire était le fait d'avoir des
phosphate alcaline normale et le prurite était évalué, puisque vous savez que c'est un critère important par rapport aux autres traitements. Donc les populations étaient comparables pour tous les éléments, l'âge, le sexe, les phosphates alcalines, le prurite, l'élastométrie. Et donc voici les résultats. Vous voyez qu'il y a des résultats tout à fait significatifs dans le groupe seladelpar versus placebo, sans augmentation d'effets désirables graves, et également avec une réduction du prurite, ce qui n'est pas toujours le cas avec toutes les molécules, et en particulier ce n'était pas significatif pour l'élafibranor. Donc en conclusion, il existe une diminution significative de la cholestase avec ce traitement chez les patients intolérants ou ne répondant pas à l'EUDC. Et il n'y avait pas d'effet secondaire notable, et il va falloir mieux définir les places de ces nouvelles molécules, comme Challenger en particulier du bézafibrate. Quelques mots sur les maladies vasculaires du foie et la thrombose porte. Ce travail qui a été réalisé suite au Paris PVT Meeting, qui est une revue exhaustive des connaissances sur la thrombose de la veine porte et qui permet de proposer des critères d'évaluation pour les futures études cliniques dans cette situation, et en particulier d'avoir un consensus sur ces critères de jugement pour les études sur la thrombose de la veine porte dans la quantification de la thrombose de la veine porte, en particulier en ce qui concerne les critères de thrombose partielle si le pourcentage de lumière résiduelle est inférieur à 50% ou complète évidemment à l'inverse. Les points importants étaient d'évaluer l'évolution de la thrombose de la veine porte et l'évolution des changements, que ce soit sur l'obstruction portale, l'obstruction des veines afférentes et efférentes, et puis l'apparition d'un nouveau thrombus qui doivent rentrer dans les critères des études cliniques aujourd'hui sur la thrombose de la veine porte. Il y avait également un consensus sur l'extension de cette thrombose de la veine porte, les délais de réévaluation par imagerie, qui doivent être réalisés à 4-6 semaines, 3 mois ou 6 mois, puis tous les 6 mois, et les critères de jugement plus globaux, le fait de distinguer cirrhose contre l'absence de cirrhose, thrombose récente contre thrombose chronique, et puis de mieux identifier et caractériser les événements cliniques hémorragiques ou thrombotiques. Un dernier papier sur la thrombose de la veine porte non cirrhotique, sur les facteurs locaux qui peuvent être associés à la thrombose de la veine porte. Cette étude analysait 154 patients qui étaient suivis pour qui on avait un suivi chez 140 patients. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on identifiait chez ces patients qui avaient tous une cause locale, soit chirurgicale, soit infectieuse, un facteur de risque de thrombose à haut risque chez 33% des malades. Et ce qui était important, c'est que évidemment, le fait d'avoir un facteur de risque fort impactait sur le fait de refaire une thrombose. L'absence d'anticoagulants également était un facteur de récidive de thrombose, et le fait d'avoir une recanalisation de la veine porte était significativement associé à moins de risque de thrombose. Donc en conclusion, les facteurs prothrombotiques à haut risque sont fréquemment observés dans les thromboses portes avec cause locale, et il faut les rechercher et les dépister. Ils sont fortement corrélés à la survenue de nouveaux événements thrombotiques, raison pour laquelle il faut les rechercher, et l'arrêt de l'anticoagulation augmente significativement le risque de rethrombose, en particulier lorsqu'il existe un facteur prothrombotique à haut risque. Dernier travail dans la maladie vasculaire portosinusoïdale sur l'évaluation de l'élasticité splénique pour écarter les varices à haut risque dans la maladie vasculaire portosinusoïdale. Une cohorte de dérivation et une cohorte de validation étaient établies, et vous voyez ici que le seuil d'élasticité à 40 kPa était très discriminant pour discriminer les varices à haut risque, à la fois dans la cohorte de dérivation et la cohorte de validation. Un taux de bilirubine supérieur à 1 mg était également un critère important pour discriminer ces malades. Ainsi, lorsque l'on ajoute l'élasticité splénique à moins de 40 kPa et la bilirubine sérique à moins de 1 mg par décilitre, on peut éviter
l'endoscopie chez 38% des malades et ce au prix de varices manquées chez 4,5% des malades. Voilà. Alors ça, c'était l'élasticité splénique mesurée avec le FibroScan. Donc, il faut être équipé des dernières générations de la machine. Absolument. Mais il y a aussi d'autres appareils, notamment les appareils d'écho, qui peuvent mesurer l'élasticité splénique. C'est transposable ou c'est plus compliqué? Alors, il y a moins de données pour cela. Ce qui est surtout très important, c'est que l'élasticité splénique, c'est pas forcément très facile à faire et à faire évaluer. Il faut vraiment une formation quelle que soit la technique utilisée, probablement qu'il faut une bonne formation de l'équipe ou de la personne qui va réaliser ce test, qui malgré tout, comme tu l'as vu, est quand même assez discriminant et très utile dans ces maladies vasculaires portosinusoïdales pour qui on n'a pas très envie. On ne peut pas utiliser les mêmes critères, évidemment, que Bavenocet, puisque l'élasticité hépatique, à l'inverse, n'est pas un bon outil. Et donc, cette élasticité splénique semble très utile aujourd'hui dans la MVPS pour éviter trop d'endoscopie. Donc, avec les autres appareils, ça marche probablement, mais il faut des AVAC, il faut des études pour pouvoir interpréter les Tout à fait, okay. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, Edouard, c'est ton tour. Toi, tu vas nous parler d'hépatite virale, de cirrhose grave et de transplantation hépatique. Bonsoir, Jérôme. Oui, tout à fait. On va commencer par les actualité dans l'hépatite virale avec un gros travail qui est sorti sur l'hépatite delta, le bulévertide, qu'on connaît maintenant depuis quelques temps, puisqu'on l'utilise, mais pour lequel il y a encore quelques questions. Alors l'hépatite delta, on sait que c'est un virus défectif, qui a une atteinte qui est plus rapide et plus sévère que dans l'hépatite B, avec une prévalence de portage chez les patients qui sont antigènes HBs+, qui est autour de 3%. Le traitement, on sait que le traitement de l'hépatite B n'a pas d'efficacité dessus. On a longtemps utilisé l'interféron comme traitement suspensif. C'était long, un petit peu laborieux, avec des résultats pas toujours très enthousiasmants et une efficacité qui laissait à désirer. Le bulévertide est arrivé depuis quelques années. C'est un inhibiteur d'entrée. Ça va bloquer le récepteur NCTP, qui va empêcher l'entrée du virus dans l'hépatocyte. Et on sait qu'on a une réponse virologique. Il y a eu pas mal de données qui ont déjà été publiées. La question qui reste en suspens, dans quelle mesure on peut avoir une réponse prolongée pour avoir une réadaptation immunitaire, et la question de la place aussi de l'interféron en association au bulévertide pour essayer d'avoir cette réponse et d'arrêter le traitement, parce que pour l'instant on avait surtout des données sur un traitement de maintenance. Il y a eu une 50aine de patients qui ont été inclus dans 3 bras différents pour comparer les 2 doses de bulévertide, 2 et 10 mg, avec ou sans association d'interféron. Donc, c'est des patients qui ont une hépatite delta, une prévalence de fibrose sévère qui était assez significative, un tiers de patients. Ils sont tous sous traitement antiviral B, évidemment. Il y avait un bras interféron, un bras bulévertide 2 mg plus interféron, un bras bulévertide 10 mg plus interféron et le bulévertide 10 mg tout seul, traité pendant 96 semaines, avec comme critère de jugement principal une charge virale négative à S24 après l'arrêt du traitement. Ils ont pris un autre critère composite qui était la normalisation des transaminases et la charge virale négative. Les résultats sont plutôt très encourageants. On voit en haut le critère de jugement principal, donc la charge virale négative en fin de traitement, à 48 semaines de l'arrêt du traitement. On voit qu'il y a une réponse qui est beaucoup plus fréquemment positive sur le bulévertide 10 mg en association à l'interféron. On voit que le bulévertide seul ou l'interféron seul a des réponses qui sont clairement pas comparables. Vous voyez en bas le critère composite, donc normalisation des transaminases et charge virale positive à distance de l'arrêt du traitement. On est à presque plus de 40% de réponses virologiques soutenues, si on peut dire, ce qui est vraiment un changement complet de paradigme dans l'hépatite delta, où on commençait un traitement chez les patients, on ne savait pas trop quand on pouvait l'arrêter. Il y avait eu quelques données préliminaires, mais pour l'instant, on n'avait pas de données solides comme ça. Donc, traitement à durée finie dans le temps, super. Association interféron, mais là on a des petits problèmes d'approvisionnement, donc il faut espérer que ça se règle dans le temps, ok. Mais c'est bulévertide 10 mg quand même, et ça on l'a pas. Alors ça c'est effectivement le grand problème, c'est que c'est un médicament, quand il a été mis en autorisation d'accès précoce,
est resté difficilement disponible. Puis avec l'AMM, on a effectivement que de 2 mg, qui est celui qu'on utilise actuellement. Vraisemblablement, avec des résultats comme ça, il va y avoir des démarches qui vont être entreprises, en tout cas on l'espère. Il y a aussi la question qui avait été soulevée par les études de vraie vie, c'est de prolonger en fait le traitement par 2 mg qui avait montré des résultats intéressants, mais là encore, ça ne correspond pas à l'étude qui a été faite. C'est vrai que l'idée d'avoir un traitement fini sur une durée finalement pas si longue que ça, avec un taux de réponse à 40% est assez séduisant. Mais pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur la disponibilité du 10 mg. Le travail suivant que j'ai trouvé intéressant, c'est dans l'hépatite B, sur le B-pérovircène. On sait que l'hépatite B, c'est une infection qui reste présente, même si la prévalence n'est pas très élevée, 0,3%. C'est une cause fréquente, effectivement, de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Il y a un traitement qui est connu de longue date, c'est les antinucléosidiques, nucléotidiques, qui permettent une suppression de la charge virale, mais qui ont finalement une efficacité assez modérée dans l'obtention d'une guérison fonctionnelle, voire d'une guérison complète avec la séroconversion dans le système S. Et donc la guérison fonctionnelle, qui est un objectif thérapeutique, c'est la négativation de l'antigène HBS et une charge virale négative. Et ça, c'est quelque chose qui ne survient pas avec les traitements à l'heure actuelle. Le B-pérovircène, c'est un oligonucléotide anti-ARN du VHB qui permet, dans les études pour l'instant qu'on a à disposition, de négativer l'antigène HBS dans presque un quart des malades, mais qui n'a qu'un effet suspensif. En fait, il n'y a pas de rémanence et finalement, la maintenance de la négativité de l'antigène HBS est assez faible. C'était 3 à 10% des patients. Donc, dans cette idée en fait de boost du système immunitaire et de favoriser en fait cette guérison fonctionnelle, il y a la question de l'intérêt de l'interféron, qui pourrait être ajouté en plus du traitement par B-pérovircène et nucléosidique pour voir si ça pouvait avoir un intérêt. Donc c'est l'objet de cette étude qui a inclus des patients qui avaient une hépatite B chronique, qui étaient stables sous traitement antiviral B, donc avec une charge virale négative, qui a été éligible à un traitement par interféron. Et ils ont fait 2 bras, un bras 24 semaines ou 48 semaines de B-pérovircène, avec à la suite un traitement par interféron, et ils ont regardé la réponse virologique à distance, donc une guérison fonctionnelle, antigène HBS négatif et charge virale négative. Le critère composite, là aussi, c'était transaminase normale et charge virale négative. Des résultats qui sont encourageants. On a 10 à 20% de réponses en fin de traitement avec une négativation donc, de l'antigène HBS et de la charge virale. Derrière, ils ont essayé de regarder quels étaient les facteurs prédictifs en fait, de cette réponse virologique. Et ce qui est ressorti, qui était un petit peu attendu évidemment, c'est le taux d'antigène HBS en fait, basal. Et donc si on regarde les résultats après traitement des patients qui avaient en gris moins de 3000 unités par ml d'antigène HBS ou en bleu ciel, moins de 1000 unités d'antigène HBS avant traitement, mais on voit là qu'on arrive à atteindre des taux de guérison fonctionnelle de plus de 50%. Donc c'est effectivement une sous-population sélectionnée, ça peut pas être la majorité des malades, mais qui deviennent quand même vraiment, vraiment intéressants parce qu'on a un traitement qui va vers la guérison fonctionnelle. Donc c'est vraiment une avancée significative. La limite de l'étude, il n'y avait pas de bras contrôle. Tous les patients étaient traités B-pérovircène plus interféron. On aurait peut-être aimé voir un peu ce que ça donnait de manière différemment. Il y a des études qui se poursuivent, qui sont en cours dans le cadre du développement du médicament et qui vont être intéressantes là aussi. Petite note pour la fin sur les hépatites virales. Petite question autour de la grossesse et de la transmission materno-fétale chez les femmes enceintes qui ont des charges virales très élevées. On connaît les recommandations pour limiter l'immunoprophylaxie active et passive à la naissance des enfants. On sait qu'en fait, il y a un risque résiduel quand même chez les patientes qui ont une charge virale très élevée pendant la grossesse, avec une préconisation de traitement par tenofovir si la charge virale est supérieure à 200 000 unités, ou, alors ça dépend des recommandations, mais pour le ASL, c'est si le taux d'antigène HBS est très élevé. La question, c'est quelle durée de traitement on va laisser à ces patients qui n'ont pas d'indication à la base, c'est juste la contamination. On sait qu'il y a un risque de rebond virologique, surtout avec la modification du système immunitaire pendant la grossesse. Est-ce qu'il faut laisser le traitement derrière pendant une période prolongée? Est-ce qu'on peut arrêter tout de suite? En fait, là, ils se sont posé la question. On va comparer arrêt immédiat, arrêt décalé, et on voit ce que ça donne. Donc, ils ont pris des femmes enceintes, indication de traitement sur le dernier trimestre, avec comparaison arrêt immédiat, donc à l'accouchement, et arrêt décalé, c'était au minimum 4 semaines. L'essentiel de la population a arrêté à 12 semaines, en fait. Donc, arrêt immédiat versus 3 mois de traitement supplémentaire.
aucune différence. On voit qu'il y a une rechute virologique chez tout le monde, ça c'est attendu. Un rebond clinique et une nécessité de réintroduire un traitement en cas d'hépatite active sur une dizaine de % des patients, donc pas de différence. C'est intéressant de savoir qu'en fait, on peut être assuré, dès que l'accouchement est fini, le traitement, on l'arrête, il n'y a pas de bénéfice à le prolonger. Ça pose aussi souvent parfois des questions vis-à-vis de l'allaitement. Suite à l'accouchement, ça peut être pratique. On va parler maintenant un petit peu de cirrhose grave avec un travail de consensus qui a été fait par l'International Acid Club sur la fonction rénale du cirrhotique et comment est-ce qu'on l'évalue en particulier en cas d'atteinte aiguë. On sait que la fonction rénale du cirrhotique, ça a un impact pronostic majeur, que c'est une évaluation qui est compliquée parce que la créatinine, c'est particulier dans ce contexte et que donc le syndrome hépatorénal, l'insuffisance rénale aiguë, c'est deux notions qui sont très importantes à prendre en compte pour les patients qui ont ces cirrhoses graves. Donc là, c'était un travail de consensus européen, une méthode de Delphi un peu modifiée. Il y avait des groupes de travail qui posaient des questions, qui faisaient une proposition, qui après était gradée en fonction du niveau de preuve. Et après, il y avait une synthèse qui était proposée et validée par le groupe. Il n'y avait pas de vote systématique. Le gros avantage, c'est que c'était multidisciplinaire. Donc, il y avait des hépatologues, évidemment, mais il y avait aussi des néphrologues, des réanimateurs, des chirurgiens, des pharmacologues, donc pour essayer de mettre un petit peu tout le monde d'accord sur ce qu'on pouvait prendre comme critère, qui n'est pas toujours évident. Première petite chose qui est intéressante, et je pense qu'il faut rappeler, c'est qu'ils proposent quand même la méthode de calcul d'estimation du débit de filtration glomérulaire, d'utiliser la formule CKD-EPI et si possible avec la cystatine C, ce qui n'est pas encore fait partout systématiquement, parce que c'est celle qui a le meilleur reflet finalement de la fonction rénale du cirrhotique. Sur la définition de l'insuffisance rénale aiguë, on est resté sur une créatinine de base avec une augmentation soit de 50%, soit de 26 micromoles. Ils ont un petit peu étoffé la définition de la créatinine de base parce que c'est vrai qu'on connaît le principe, mais on n'a pas toujours une créatinine qui va avant. Et en fait, ils ont dit, finalement, on peut essayer de calculer une créatinine théorique qui permettrait d'avoir un débit de filtration glomérulaire à 75 millilitres minute. Donc, si c'est un patient qu'on ne connaît pas, on n'a pas de biologie antérieure, on peut avoir cet objectif pour se fixer. La récupération d'une fonction rénale, c'est la créatinine de base, plus ou moins 26 micromoles. Donc là aussi, c'est quand est-ce qu'on arrête les traitements, quand est-ce qu'on considère qu'on a répondu et qu'on est satisfait. Et enfin, une petite modification aussi pour la définition de l'insuffisance rénale aiguë. Il y avait l'arrêt des néphrotoxiques et il y avait cette expansion volémique avec de l'albumine pour voir la réponse, ce qui était adapté parfois, mais ça posait parfois un peu le problème aussi de la surcharge chez les patients qui finalement étaient plutôt en hyperinflation. Ça a été modifié. En fait, c'est adapté à la clinique et l'albumine n'est pas systématique en fait. Les cristalloïdes peuvent être aussi une option en fonction de la situation des patients. La définition du syndrome hépatorénal a un petit peu évolué aussi. Alors, pas tant sur la modification de la créatinine, on reste à plus de 50% ou 26 micromoles, une cirrhose avec acide, mais dans le fait que cette fois, il n'y a plus le délai en fait qui a été raccourci, une expansion volémique, si elle est cliniquement pertinente et indiquée, c'est-à-dire qu'on peut poser un diagnostic de syndrome hépatorénal même s'il n'y a pas d'expansion avant, et pas forcément être éliminatoire si jamais il y a une néphropathie associée, s'il y a une petite protéinurie ou des choses comme ça. Ils disent donc l'absence d'évidence, de preuves fortes en faveur d'une autre atteinte rénale. C'est toujours un petit peu le problème chez ces patients pour qui on peut avoir une maladie, une néphropathie par néphrangioschlérose diabétique ou des choses comme ça associées. On se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment ça? On peut. Donc une cirrhose avec acide, une insuffisance rénale aiguë, l'absence de réponse au remplissage si besoin, c'est un syndrome hépatorénal. Pas trop d'évolution au niveau du traitement, mais là encore, l'albumine est adaptée à la clinique. Donc on met la terlipressine, IVSE, on monte la dose par palier, on fait un remplissage en albumine qui est guidé par l'évaluation clinique, idéalement l'échocardiographie, mais pas de remplissage systématique, quotidien, comme on a pu avoir à une époque. Les critères d'arrêt et donc de réponse au traitement, normalisation de la créatinine plus ou moins 26 micromoles, l'absence d'amélioration après 48-72 heures de dose maximale tolérée, ou alors l'indication de dialyse ou de transplantation hépatique, auquel cas on arrête. Là aussi, il repose un peu la question de la transplantation hépatique, toujours sous les mêmes indications, mais en disant que ça reste vraiment le traitement final du syndrome hépatorénal chez ces patients qui ne régressent pas après traitement du facteur déclenchant. Dans ton encadré des définitions, c'est marqué que absence d'amélioration de la créate après remplissage vasculaire adapté à la clinique, mais de 24 heures. Est-ce qu'il faut vraiment attendre 24 heures? Parce que parfois ça galope très très vite. Si on reste scolaire, on va perdre du temps chez certains patients. Tout à fait. On voit qu'ils raccourcissent, qu'ils enlèvent un petit peu le côté expansion volémique systématique. Ça reste adapté à la clinique.
Donc effectivement, je pense qu'en fonction de ce qu'on voit, si on voit que c'est vraiment un patient qui est hyper inflaté, si on peut avoir une information vis-à-vis de l'échographie cardiaque, des choses comme ça au niveau de, éventuellement pression veineuse centrale, même si c'est discutable, sur le niveau de remplissage, c'est pas la peine d'attendre si on voit qu'il y a clairement pas de déficit. C'est plus par rapport en fait aux situations peut-être un peu septiques, hémorragiques, où on peut toujours un peu se poser la question, est-ce qu'il y a un petit retard de remplissage ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer de ce côté-là? Effectivement, c'est adapté. Je pense qu'on peut se permettre. C'est toujours le problème du consensus officiel pour les études cliniques, d'avoir une définition extrêmement rigide qui permette d'être la comparabilité, ce qui est souvent un peu le problème. Et la pratique clinique, je pense qu'on peut se permettre quand même d'être souple. Si on voit que l'expansion volumique n'est pas adaptée, c'est pas la peine d'attendre, effectivement. Et parce que 24 heures sur un malade qui est grave comme ça peut être très très long, effectivement. Une autre étude très pratique qui était, que je trouve intéressante, parce qu'il y a donc, Aurélien en a parlé tout à l'heure, beaucoup de discussions maintenant sur la CLF depuis que c'est un syndrome qui a été reconnu et défini, sur le devenir de ces malades. C'est une étude qui s'intéresse en fait à la survie à 1 an hors transplantation des patients qui ont une acute on chronique liver failure, donc une décompensation aiguë sur une cirrhose. Donc la CLF, une défaillance d'organes associée à une cirrhose, une défaillance qui peut être rénale, respiratoire, hémodynamique ou cérébrale. La prise en charge a beaucoup évolué sur les 10 dernières années avec un gain de survie qui devient majeur. On traite effectivement le facteur déclenchant et puis après, c'est le traitement symptomatique des complications, le bundle of care, comme disent les spécialistes, et qui nécessite souvent une prise en charge en réanimation. Ce qui pose un peu un problème parce que tous les secteurs de réanimation ne sont pas forcément très ouverts à cette discussion. Il y a une question d'expertise et de disponibilité de cette prise en charge. Finalement, effectivement, tous les résultats qu'on a, y compris la transplantation chez ces patients, c'est des centres experts, très spécialisés, souvent des centres de greffe qui ont leur cohorte, qui montrent que ça marche. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment transposable dans la vie de tous les jours, dans tous les centres? Ça, on n'a pas beaucoup de données de ce côté-là. C'est une étude qui s'est basée sur un registre national avec le système de données de santé où en fait ils ont l'ensemble de l'activité d'hospitalisation, donc des 80 services de soins intensifs réanimation du pays, couplés à la base de données de l'assurance maladie, et ils ont récupéré tous les patients hospitalisés en soins intensifs réanimation pour une cirrhose sur cette période. Ils ont éliminé tout ce qui était transplantation, intervention chirurgicale programmée, etc., pour ne récupérer que les hospitalisations de cirrhose standard. Ils se sont intéressés à la survie à 1 an sans transplantation des patients qui sont sortis vivants d'hospitalisation. Et ils ont aussi regardé la mortalité à court terme et intra-hospitalière. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la population. À peu près 3000 malades, une sévérité donc en fonction du stade ACLF, pas d'ACLF 1, 2 et 3 qui monte avec un MELD moyen qui était à 25, essentiellement des cirrhoses alcooliques, à peu près 20% d'hémorragie, pas mal de sepsis aussi. Donc une population qui représente en fait le tout venant entre guillemets du cirrhotique qui va en réanimation. Si on regarde la mortalité brute en bleu clair intra-réanimation, en bleu foncé intra-hospitalière, ça suit le grade ACLF. On n'est pas très surpris. On voit qu'effectivement, ACLF 2, ACLF 3, il y a une mortalité qui est de 40-60%, ce qui est attendu. Si on regarde un petit peu différemment sur la survie, non pas brute, mais en fonction du temps et en fonction du stade ACLF, on voit qu'il y a une distinction claire entre en rouge les ACLF3 et en bleu tout au-dessus les patients qui n'ont pas d'ACLF. C'est un petit peu moins clair pour l'ACLF 1 ou 2 en fait, où la différence, finalement, les deux auraient peut-être un meilleur pronostic que le 1, mais bon, les courbes se chevauchent, donc c'est à peu près pareil. On voit quand même que l'ACLF3, la mortalité, elle est assez rapide et impressionnante. Et quand ils ont regardé en fait les facteurs qui étaient associés à la mortalité, on retrouve effectivement le MELD, mais que ce soit sur la mortalité intra-hospitalière, il y a effectivement le stade de la CLF, mais à distance, on a une mortalité qui n'est pas associée à ça, qui suit en fait, qui reprend le MELD finalement, et la mortalité qui est associée à une cirrhose tout venant. Donc finalement, même si on prend en compte des centres non experts, non transplantation au niveau d'un pays, la prise en charge des patients cirrhotiques qui ont un ACLF, ça doit pouvoir se faire en réanimation. Il n'y a pas de perte de chance. Il y avait en particulier pas de significativité en fonction du niveau de spécialisation du centre qui prenait en charge. Ils avaient en fait la même espérance de vie qui n'est pas forcément majeure, mais qui reste significative. Donc on reste quand même sur un traitement court, une réévaluation dynamique et la possibilité de transférer il faut essayer de forcer à transférer ces malades en réanimation. Ils ont quand même une chance de survie qui est significative, y compris après extra-hospitalier.
Petite note pareil pour finir sur l'hypertension portale et la cirrhose grave. Une petite question pratique que j'ai trouvée amusante, en fait, c'est la place des bêta-bloquants après le TIPS. On a vu pareil tout à l'heure, Aurélie nous a parlé, le bêta-bloquant a une place dans l'hypertension portale qui devient extrêmement importante, en prophylaxie de l'hémorragie. Et puis on se pose la question finalement dans les patients en prophylaxie, prévention de la décompensation, il y a des effets systémiques, anti-inflammatoires, vasculaires diffus qui peuvent en fait poser un petit peu la question de à quoi ça sert vraiment les bêta-bloquants chez un patient à qui on a mis un TIPS. On sait qu'on a levé le bloc intrahépatique, mais finalement, on n'est pas toujours certain de son efficacité et peut-être que les effets périphériques peuvent être intéressants. Le TIPS, on en met de plus en plus, donc finalement, on se pose avec cette question, qu'est-ce qu'on fait après le TIPS ? Ils ont pris une cohorte rétrospective, monocendrique, 2009-2021, et ils ont regardé l'occurrence d'une décompensation au sens très large, hémorragie, ascites, ISLA, insuffisance rénale, encéphalopathie, chez les patients qui ont été typsés en fonction ou pas du bêta-bloquant qui était poursuivi. C'est une étude qui est rétrospective, donc en fait des populations qui sont pas trop comparables. Ceux qui avaient toujours les bêta-bloquants étaient un peu plus graves. Est-ce que ça avait un impact ? Cirrhose essentiellement alcoolique, MELDA 12-13. Indication, c'était essentiellement acide réfractaire et un petit peu d'hémorragie de rattrapage. Si on regarde l'occurrence de la décompensation, aucune différence. Donc finalement, l'intérêt du bêta-bloquant après le TIPS n'apparaît pas chez ces patients. C'est effectivement présenté comme des courbes de Kaplan-Meier, mais c'est pas des courbes de Kaplan-Meier. C'est une analyse multivariée en prenant en compte le risque compétitif entre la transplantation ou le décès et en ajustant sur la population initiale, en particulier la sévérité, le MELD. Donc finalement, pas d'intérêt aux bêta-bloquants. Une fois qu'ils sont typsés, on peut les arrêter. Ce qui est raccord avec ce qui est mis dans les recommandations TIPS de la FEF. Tout à fait. Tout va bien. Ils étaient précurseurs. La transplantation hépatique maintenant, deux très gros papiers qui vont changer les choses. Le premier, c'est la transplantation dans le cancer du côlon. Alors quand on dit ça comme ça saute, on se dit tiens, j'ai peut-être mal lu le titre, mais non, pas du tout. Le cancer du côlon métastatique, ça a été montré depuis longtemps maintenant que la résection des métastases en fait était associée à un pronostic meilleur à long terme. Il y a eu beaucoup de progrès dans les traitements médicamenteux. Néanmoins, il reste une population qui est non résécable et chez qui le downstaging par chimiothérapie ne permet pas d'atteindre les résécabilités, avec un pronostic qui est extrêmement défavorable. Il y a eu quelques données exploratoires qui ont dit, tiens, la transplantation, ça peut marcher, des données préliminaires, quelques dizaines de malades, et qui ont donc posé cette question, l'intérêt de la transplantation hépatique pour ces patients. Donc là, c'est une étude multicentrique prospective, 2016-2021, cancer du côlon métastatique, chimiothérapie versus chimiothérapie plus transplantation en intention de traiter. On verra tout à l'heure que c'est important. C'est quelque chose qui était évidemment très cadré. C'est des cancers du côlon qui sont validés en RCP local comme candidat potentiel, ensuite validés par la RCP de transplantation pour vérifier la transplantabilité. Et enfin, il y avait un comité d'experts centralisé, radiologues, chirurgiens, oncologues, qui revoyaient les dossiers pour dire « Ok, c'est non résécable, il peut être inclus dans le protocole ». La réponse objective était évaluée sur RESIST après 3 mois de chimio. Il n'y avait évidemment pas d'atteinte extra-hépatique. Et ce qui était un petit peu particulier, c'est que dans le cadre de ce protocole, avait été négociée en fait une priorisation sur la liste d'attente de transplantation pour qu'ils soient en fait en haut de liste au bout de seulement 2 mois d'attente pour éviter qu'ils aient un délai extrêmement prolongé. Et de toute façon, c'est des patients qui ne pouvaient pas avoir accès à la greffe hors protocole. 50 malades dans chaque bras. Je rentre pas dans le détail des tumeurs, mais enfin des métastases hépatiques multiples, parfois de taille assez conséquente. Il y avait un quart à peu près qui avait moins de 10 lésions, un petit quart qui en avait plus d'une dizaine. Des durées de chimiothérapie qui étaient de plusieurs mois. En général, ils avaient eu 20 cures, c'est ça sur la moyenne, et certains étaient jusqu'à leur 3e ligne de chimiothérapie. Si on regarde ce que ça donne, les résultats sont assez équivoques. Alors, on sait effectivement que sans transplantation, la survie est mauvaise. C'est attendu. Quand on regarde sur la gauche la survie en intention de traiter, donc les patients qui ont été randomisés et qui ont ou pas été greffés, on voit qu'on est à 70% à 5 ans, ce qui est quand même extrêmement significatif. Et si on regarde en per protocole, donc les gens qui ont été randomisés et greffés, là, la réponse est encore plus favorable. On est à 80% à 5 ans pour un cancer du côlon métastatique, ce qui est quand même extrêmement positif. Si on regarde la survie sans progression, on voit qu'il y a quand même effectivement de la rechute, mais en fait qui peut être localisée, qui peut être traitée, et donc finalement on a peu d'impact immédiat sur la survie à 5 ans.
Donc c'est vraiment quelque chose qui va soulever des questions et qui va changer la prise en charge. Bon, c'est des résultats qui sont impressionnants, qu'on ne peut pas ignorer. Mais bon, tu fais partie d'un centre de greffe. Si je dis pas de bêtises, il y a 4000 patients sur liste, 1100, 1200 greffes par an. Donc tu sais plus que tous les autres que c'est pas facile l'attribution des greffons. Donc comment tu vois arriver cette nouvelle indication? Il n'y a pas beaucoup de patients dans l'étude. Est-ce qu'il y aura très peu de patients éligibles? Ou si on rentre là-dedans, encore une fois, c'est une vraie avancée, hein, mais si on rentre là-dedans, est-ce qu'on en a les moyens? Alors c'est toujours difficile d'évaluer, mais effectivement, clairement, ça pose un problème parce que ça va faire une indication de plus sur une liste qui est déjà très chargée avec toutes les questions de priorisation. Là, ils ont eu un créneau spécifique, priorisation à 2 mois. Si on va les greffer tout cela avec une priorisation rapide, ça a décalé d'autant les patients qui sont actuellement dans des délais d'attente un peu longs. Donc clairement, le carcinome hépatocellulaire, hein, c'est eux qui attendent 1 an et demi à peu près en moyenne. Le nombre de patients, ça va toujours être le problème. C'est que là, c'est des patients hyper sélectionnés parce qu'on est dans un essai prospectif, RCP local, d'onco, de transplant, RCP de centre expert, centralisé pour le protocole. Si ça devient monnaie courante, ça va peut-être être plus fréquent que ça. Et ça va effectivement vraiment poser un problème d'accès. En termes de chiffres, va y avoir des discussions, je pense, sur le degré de priorisation, le degré d'acceptabilité qu'on va avoir. Mais factuellement, l'utilisation, la futilité d'un greffon, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'indication, s'il y a moins de 50% à 5 ans de survie, là, ils sont largement au-dessus. Va y avoir des patients jeunes qui se retrouvent dans des situations difficiles, clairement, qui ont ces cancers du côlon métastatique. C'est très difficile de ne pas envisager cette possibilité. Affaire à suivre, donc. Oui, clairement. Et pour terminer, sur la même thématique, le délai d'attente pour la transplantation hépatique, l'attitude française en fait qui a été mise en place depuis quelques années sur l'indication de transplantation dans le carcinome hépatocellulaire précoce avec traitement curatif et l'inscription sur liste immédiate ou décalée. Donc, le carcinome hépatocellulaire, c'est la première indication de transplantation, on connaît bien. On sait qu'il y a une disponibilité des greffons qui est limitée, on vient d'en parler, et les candidats sont actuellement sélectionnés sur le score AFP, taille de la lésion, nombre de lésions, alpha-fétoprotéines, pour vérifier qu'ils sont dans les critères de non-futilité, justement, de la transplantation hépatique. Le problème, c'est la priorisation de ces patients, et donc de voir si c'est vraiment indispensable de greffer tous ces patients. Avec peut-être une transplantation trop précoce pour des patients qui ont un carcinome hépatocellulaire diagnostiqué tôt, pour lequel on peut proposer un traitement curatif. On sait qu'il y a un risque de récidive. C'est des patients qui vont peut-être récidiver avec des lésions qui ne seront plus greffables, et on se dit on va les greffer tout de suite. Ça a fait beaucoup débat, et finalement, depuis un certain temps, on a dit non, on va attendre la récidive pour les greffer, avec, au niveau de l'Agence de la biomédecine actuellement, pour les carcinomes qui peuvent bénéficier d'un traitement essentiellement par radiofréquence, la chirurgie c'est moins fréquent, mais curatif, initial, l'absence de récurrence dans les 6 premiers mois après le traitement curatif, donc vous n'avez pas de lésion, pas d'inscription sur liste. On met soit en contre-indication, c'est ce qui se faisait tout au début, puis quand on a vu le nombre de patients qui s'accumulaient, on a dit non, pas du tout d'inscription. Mais par contre, s'il y a une récidive, on vous inscrit sur liste avec une priorisation à 6 mois, qui permet d'éviter en fait le délai d'attente pour rassurer un peu en disant ça fait 2 ans que j'attends chez moi, j'ai une récidive, il faut se dépêcher. Le critère composite de l'étude, c'était décès ou sortie de liste, donc à cause de la progression de la maladie. Ils ont été récupérés, donc le registre de l'Agence de la biomédecine, un peu plus de 2000 patients, transplantation hépatique pour carcinome hépatocellulaire. Ils ont distingué en fait après les carcinomes hépatocellulaires qui ont été traités par radiofréquence, par chimio-embolisation, ceux qui ont été quand même mis sur liste, ceux qui ont été quand même mis en contre-indication. Donc on a 2-3 populations différentes qu'on va voir tout à l'heure. La moitié avait eu de la chimio-embolisation, un quart de la radiofréquence, 15% de la chirurgie. Quand on regarde en fait le résultat du critère composite décès ou sortie de liste, en bleu clair, on a les patients qui ont bénéficié, qui ont eu entre guillemets l'inscription retardée sur liste. Et on voit finalement que la survie, elle est meilleure que les patients qui sont allés d'emblée à la transplantation pour carcinome hépatocellulaire. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, alors là je suis désolé, c'est un petit peu petit, mais on regarde la courbe en vert, c'est les patients qui ont été en inscription décalée, avec l'occurrence du décès ou
les patients ont été transplantés ou pas. Finalement, on voit que c'est eux qui ont la meilleure espérance de vie. Et le graphique du bas, en fait, c'est la récidive post-transplantation. Une question qu'on pouvait se poser aussi, c'est tiens, on a joué la montre, on a essayé de vous décaler. Ok, on les greffe dans les temps, mais finalement, est-ce qu'ils risquent pas de faire des récidives plus graves, d'avoir de la récurrence plus fréquemment post-transplantation? Et finalement, on voit que non, ils sont complètement associés aux autres indications de carcinome hépatocellulaire. La seule courbe qui sort du lot, c'est la courbe rouge, c'est les lésions multifocales qui n'ont pas été traitées avant, ce qui est là aussi attendu. Donc finalement, en fait, ça valide complètement l'attitude française qui a été établie depuis pas mal de temps. Avec un cancer précoce, on le traite, on l'inscrit uniquement à la récidive. Mais habituellement, vous êtes plutôt, les centres greffeurs, vous êtes plutôt assez dans l'anticipation, proactif. Vous souhaitez qu'on vous appelle assez vite pour statuer sur l'organisation de la prise en charge du patient, pour justement être dans l'anticipation et puis éviter les récidives catastrophiques. Là, en fait, ça veut dire que je gère mon malade et je vous appelle qu'à la récidive? Alors, je caricature. Hein. Oui, mais alors, non, effectivement, parce que c'est ce qui va être important, c'est de pouvoir enchaîner derrière. Et pas de vous retrouver en porte-à-faux après un traitement curatif. C'est-à-dire que, après, dans un gros centre qu'à l'habitude, effectivement, l'évaluation initiale, elle est bien faite, il n'y a pas de souci, mais parfois, vérifier qu'il n'y ait pas d'autres lésions à côté, que le traitement a été vraiment curatif, complet, et qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Mais comme il va falloir, à la récidive, les inscrire rapidement pour demander la priorisation, pour pas perdre de temps, il faut en fait qu'il y ait eu une petite vérification, peut-être à minima, peut-être en fonction du niveau d'expertise du centre que vous avez et en discussion avec le centre de transplantation. Est-ce qu'on le présente juste en RCP, vous validez sur le principe et on fait le bilan pré-greffe à la récidive? Est-ce qu'il est un petit peu limite à cause de l'âge, à cause des comorbidités, à cause de tout ce qu'il va y avoir à côté? Auquel cas, on fait le bilan pré-greffe d'emblée parce qu'on sent que c'est un petit peu border et comme ça, on peut valider ou pas. À la récidive, on l'inscrit. C'est un petit peu à voir en fonction des habitudes des centres avec lesquels on travaille. En tout cas, c'est bien de ne pas appeler au dernier moment en panique en disant bah, « Tiens, en fait, j'ai traité il y a 3 ans ce monsieur, il vient de récidiver son CHC, c'est multifocal, une alpha-féto qui commence un petit peu à monter. » Le temps du délai pré-transplantation, si jamais il y a un petit problème parce qu'il a une néphropathie, une coronaropathie ou je ne sais quoi qu'on veut réévaluer, qu'il soit listé, il va perdre un peu de temps, ça peut quand même lui faire perdre un peu de chance. Donc, c'est une politique, je pense, qu'il faut vraiment discuter en local avec le centre transplanteur. On va pas avoir la même attitude avec un centre, un gros CHU qui a de l'expertise en oncologie, en hépato, etc. et un centre qui a moins d'expertise, qui va peut-être plus avoir besoin qu'on évalue plutôt le patient. Donc c'est la validation d'une option, mais on maintient le dialogue pour discuter et se mettre d'accord sur les différentes options. Exactement. Et merci beaucoup, Édouard. Merci, Jérôme. Et pour la dernière partie de cette webconf, on accueille Charlotte. Tu vas nous parler de stéatopathie et de carcinome hépatocellulaire. Absolument. Allez, c'est parti. Alors, je commence par l'alcool, hein, comme toujours, c'est le plus important, parce que, comme vous le savez, ça reste la principale cause de maladie chronique du foie en France. Je commence par de la santé publique. J'ai trouvé ce travail intéressant. C'est un travail qui s'est intéressé à l'association entre les politiques de santé publique concernant l'alcool et les complications liées à l'alcool, maladie du foie, complications cardiovasculaires, cancer. Donc le premier objectif, c'était de développer un instrument qui permettait de mesurer l'existence de politiques publiques et leur intensité dans les pays. Et puis d'évaluer l'impact de ces politiques sur les complications liées à l'alcool. Donc l'indice qu'ils ont développé s'appelle l'indice de préparation à l'alcool. C'est un instrument qui évalue l'existence de politiques concernant l'alcool et ils ont évalué 5 dimensions. Les politiques concernant les conséquences néfastes de l'alcool, le contrôle de la production, des prix, des taxes, la commercialisation et la restriction d'accès, les politiques et mesures de lutte contre l'alcool au volant et suivi et surveillance. Les auteurs ont trouvé des informations concernant 169 pays et en fait, moins de 30% de ces 169 pays avaient des politiques fortes dans toutes les dimensions. Dans la carte du monde qu'on voit là, on voit que plus on est vers le bleu, mieux on est en termes d'indice de préparation. Donc on est plutôt pas mal, nous, en France. Et donc l'élément important de ce papier, c'est de montrer que le fait d'avoir des politiques fortes de lutte contre les méfaits de l'alcool était associé à une diminution de la prévalence des troubles de l'usage de l'alcool, à la diminution de la prévalence des maladies du foie liées à l'alcool, des maladies cardiovasculaires et du cancer du foie.
Donc, même si on est en bleu et qu'on a l'air d'être de bons élèves, on sait quand même qu'on n'est pas si bon que ça en pratique. Donc, c'est dire comment ça doit être dans d'autres pays. Mais je trouve que ce travail est intéressant pour continuer notre travail, continuer surtout à pousser les autorités de santé à soutenir des politiques de santé publique dans cette thématique. Deuxième travail, lui, s'est intéressé à évaluer l'influence de l'abstinence chez les patients qui ont une cirrhose liée à l'alcool. Bon, ça peut paraître banal de se dire que l'abstinence améliore le pronostic des patients qui ont une cirrhose liée à l'alcool. Néanmoins, il n'y avait pas de données très récentes et les données en scène n'étaient pas si solides que ça. Donc, dans cette méta-analyse, les auteurs ont cherché à évaluer la proportion des personnes avec cirrhose liée à l'alcool et abstinents et avaient évalué l'impact de cette abstinence sur la morbidité et la survie globale. Donc, c'est une méta-analyse qui a utilisé les données de 19 études, plus de 18 000 personnes incluses avec une cirrhose liée à l'alcool, une population assez classique de maladies du foie liées à l'alcool, des hommes principalement plutôt autour de 50 ans. Ça représentait plusieurs continents. Il y avait l'Europe, il y avait des pays en Amérique et en Asie. La prévalence de l'abstinence, elle était assez stable parmi les populations avec une cirrhose liée à l'alcool, autour de 54%. Ce qui montre principalement, c'est que les patients qui restent consommateurs ont une survie globale réduite. C'est important de le dire parce que ça veut dire qu'il faut déployer tous les moyens qu'on peut trouver pour aider ces patients à devenir abstinents. Et l'autre élément qui est associé également, c'est écrit en tout petit, mais l'abstinence réduit aussi le risque de décompensation hépatique. Finalement, accompagner les patients à être abstinents, ça va améliorer leur pronostic, ça va aussi probablement être un coût moindre pour la société puisque ce sont des hommes jeunes qui sont en âge de travailler. Un autre papier que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce travail français qui a été fait dans les données du PMSI, donc le système d'information qui reprend les données des patients hospitalisés. Ils sont allés chercher, à l'aide de des codes diagnostiques, les codes SIM10, les patients qui avaient une hépatite liée à l'alcool. Et ils se sont intéressés à la population de patients qui avaient leur première complication, leur première hépatite liée à l'alcool. Et dans le travail, ils ont défini deux types d'hépatites liées à l'alcool, comme on pouvait pas avoir la notion de sévère ou pas sévère, comme on l'a quand on a de la biologie, qu'on peut pas avoir par définition dans ce type de données. Ils ont défini l'hépatite liée à l'alcool compliquée s'il y avait au moins la survenue dans les 4 semaines qui suivaient le diagnostic, la survenue de complications du genre insuffisance hépatique, ictère, ascite, hémorragie, hypertension portale et complications extra-hépatiques, tout ça défini par des codes diagnostiques évidemment. Les critères de jugement, c'était le décès ou la transplantation hépatique dans l'année qui suit le diagnostic d'hépatite liée à l'alcool. Et la variable d'exposition qu'ils ont étudiée, c'est le soin de réadaptation en addictologie, qui était c'était donc soit des soins, une hospitalisation en centre de cure, soit une prise en charge addictologique qu'on peut retrouver par les actes et les codes dans le PMSI. Et ce qu'on observe, donc c'est une grosse population, plus de 65 000 patients, pareil, âge médian 52 ans, des hommes. Les patients qui ont pu bénéficier de ces soins de réadaptation en addictologie, dans les 3 mois qui ont suivi le diagnostic de l'hépatite liée à l'alcool, ils ont eu une réduction de leur mortalité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est donc il y avait 4 populations, 4 courbes de survie différentes. La plus haute, la rouge, c'est l'hépatite liée à l'alcool qui est non compliquée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les complications que j'ai décrites tout à l'heure, et qui ont eu un accès à un soin de réadaptation d'addicto. La deuxième en bleu, c'est les hépatites liées à l'alcool non compliquées, mais qui n'ont pas eu de soin de réadaptation en addicto. On commence déjà à avoir un impact majeur. Et puis les deux autres, c'est les hépatites liées à l'alcool compliquées qui ont eu un soin de réadaptation en addicto, et tout en bas, c'est ceux qui sont compliqués et pas de soin en réadaptation en addicto. Donc, moi, je trouve que ce travail, il est majeur parce qu'il nous montre à quel point c'est hyper important d'accompagner les patients après une hépatite liée à l'alcool, et c'est effectivement très inquiétant de voir que dans ce travail, seulement 25% des patients en avaient bénéficié. Oui, enfin, les 2 travaux que tu montres là insistent sur l'importance d'une prise en charge addictologique, ce qui tombe sous sens finalement.
En plus, la dictologie, c'est une vraie spécialité, hein. C'est une vraie prise en charge spécifique. On peut difficilement se substituer à eux. On a besoin d'eux. Mais 25% des patients en bénéficient. C'est pas forcément parce qu'on les envoie pas, c'est que les ressources, la dictologie, c'est quand même limité. Qu'il plus est des dictologues sensibilisés aux maladies du foie. Donc, en pratique, c'est pas si évident que ça, finalement. Non, c'est pas évident, mais je pense qu'on a quand même besoin de ces données pour asseoir, pour qu'on soit convaincus, nous hépatogastro-entérologues, à quel point c'est important de faire en sorte que les patients aient cet accompagnement. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on est en difficulté, enfin c'est une spécialité qui est en difficulté. Néanmoins, il faut qu'on se batte pour avoir des addictologues dans nos services éventuellement. Et puis, en attendant, il faut qu'on fasse remonter cette information aussi. On a des données qui montrent que ça change la vie des gens. Et puis, en attendant, il faut soigner nos réseaux et avoir une filière de soins qui fonctionne et pas uniquement dire, vous prendrez voilà le numéro et nous-mêmes aller voir les addictologues. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer. Maintenant, la façon d'aborder la prise en charge addictologique, elle a changé aussi de la part des addictologues. Je pense qu'il faut qu'on travaille plus ensemble et puis il faut qu'on travaille ensemble, les sociétés probablement aussi, pour dire à quel point on a besoin de nouveaux praticiens dans cette spécialité. J'en ai fini pour l'alcool. Je vais passer à la stéatopathie métabolique. Parce qu'il y a du nouveau et peut-être du traitement. Donc, je vais vous parler de cet essai de phase 3 qui teste le resmetirom dans les patients avec une stéatopathie métabolique avec une fibrose. Donc, c'est une étude qui a randomisé en 3 bras les patients qui ont reçu soit du placebo, soit le resmetirom 80 mg, soit le resmetirom 100 mg. Il y avait une biopsie hépatique à S52 et il y avait 2 critères d'évaluation. Il devait y avoir au minimum inclus dans cette étude plus de 50% de patients avec des fibroses F3. Et ils ont fait attention à ce que ce soit fait comme ça, et ça a effectivement été fait comme ça. Et cette étude, elle est positive sur les 2 critères d'évaluation principaux à S52. Donc, il y a bien une résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, et il y a une amélioration de la fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la NASH. Donc voilà, ça y est, on a un traitement pour la stéatopathie métabolique fibrosante. Et donc, toi qui es bien renseigné, Jérôme, est-ce qu'on peut le prescrire? Parce que c'est la première étude de phase 3 qui a amené à la mise sur le marché conditionnel aux États-Unis. C'est disponible depuis mars là-bas. Ils en sont à 6000 patients qui sont traités, je crois, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Le dossier a été déposé à l'agence européenne IMA pour avoir l'AMM européenne. Et puis après, une fois que l'AMM européenne sera obtenue, il faudra que ça passe à la moulinette de la HAS. Donc, non, on peut pas le prescrire tout de suite. Faut espérer qu'on l'aura dans un temps prochain. Ouais. On espère. Bon, on a peut-être d'autres alternatives pour des patients qui ont d'autres complications métaboliques, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce travail. Alors, il y a beaucoup de papiers sur l'intérêt des agonistes GLP-1 chez les patients qui ont une stéatopathie métabolique. Ça, c'est un travail qui a été fait dans une étude de cohorte rétrospective dans une base de données privée aux États-Unis. Ils ont identifié les patients avec une cirrhose métabolique. Je change de sujet, et un diabète de type 2. Pareil sur la base de code SIM10, mais pour le coup là il y a eu une vérification par les auteurs sur les dossiers médicaux, parce que ils pouvaient avoir accès aux dossiers médicaux. Le critère d'évaluation, c'était l'apparition d'une première complication hépatique, soit une décompensation, une complication de l'hypertension portale, l'apparition d'un carcinome hépatocellulaire ou le recours à une transplantation hépatique. Et la variable d'exposition qu'ils sont allés chercher, c'est le traitement par un agoniste GLP-1. Donc, je rappelle, c'est des patients qui avaient une indication parce qu'ils avaient un diabète de type 2. Et ce que ce travail montre, c'est que le traitement par agoniste GLP-1 chez les patients qui ont une cirrhose métabolique et un diabète de type 2, c'est associé à une réduction de la survenue d'événements hépatiques. La survenue d'événements hépatiques graves, c'est les 2 diagrammes que vous avez là. Les courbes bleues représentent les patients qui ont été traités. Je l'ai pas dit, mais il y avait presque 460 patients traités dans la cohorte et 4800 non traités.
Et puis ça va plus loin dans ce travail. Il y a aussi une réduction de survenue du carcinome hépatocellulaire et du recours à la transplantation hépatique. Donc on a envie de dire que pour les patients qui ont une indication, notamment le diabète de type 2, c'est important d'être en interaction avec les médecins qui prennent en charge les diabètes de nos patients cirrhotiques stéatopathiques parce que ça peut leur éviter des complications. Et puis je voulais... Juste pour revenir là, donc c'est des données de registre. Oui. Les GLP-1 aux doses diabétiques. Oui. Là, il y a quand même des essais en cours, enfin toute cette série de travaux, obésité, risque cardiovasculaire sur les analogues GLP-1, mais à dose anti-obésité, où on monte encore la dose, et à la SLD. Donc c'est pas le scope là, c'est la revue scientifique de l'année, mais on a quand même un petit scoop là, il y a 10-15 jours, à la SLD, sur la MASLD et l'étude d'essence. Voilà, l'étude d'essence, c'est semaglutide, qui ressemble un peu à ce que je vous ai présenté avec le resmetirom, une autre étude positive de phase 3. Donc on pourra avoir bientôt. Faut espérer. On a 2,4 mg, donc dose d'obésité, puis on a un effet sur la MASH, on a aussi un effet sur la fibrose qu'on n'avait pas dans la phase 2. Donc c'est vrai que c'est une classe médicamenteuse qui va très probablement prendre énormément d'importance dans la prise en charge de nos patients. En tout cas, si nous, on peut pas la prescrire maintenant, il y a quand même beaucoup de patients qui ont une indication autre, soit le diabète de type 2, soit l'obésité, soit parfois les deux. Donc, parce que ce que je disais tout à l'heure, au minimum, se rapprocher des médecins qui prennent en charge, leur dire, il y a ce traitement-là, mais peut-être qu'on pourrait essayer les agonistes GLP-1. Donc, comme je le disais, je voulais signaler ces recommandations qui sont les recommandations de l'EASL, mais qui sont en fait des recommandations pluridisciplinaires avec l'Association européenne de diabétologie et l'Association européenne de l'étude sur l'obésité, qui font des recommandations conjointes. C'est important de le noter parce qu'on est tous d'accord. Et je vais pas détailler, mais évidemment, les modifications de l'hygiène de vie sont essentielles. La perte de poids avec un objectif d'une perte de poids de plus 10% du poids du corps. J'ai enlevé, il y a plein de choses très intéressantes dans ces recommandations. Et puis dans les recommandations de traitement pharmacologique, qui doivent être associées évidemment à la prise en charge du mode de vie, aux modifications du mode de vie. Parce que ce qui est noté là, c'est qu'effectivement, on rappelle qu'on aura peut-être le resmetirom pour les patients avec une stéatopathie métabolique sans autre comorbidité, mais pour les patients qui ont une autre comorbidité, c'est tout à côté. Le diabète de type 2, se trouvent les analogues GLP-1. C'est cohérent avec ce que je viens de dire. Et puis, pour terminer, puisqu'on a de plus en plus, on a des armes thérapeutiques, il va falloir aller les trouver quand même aussi ces patients. Donc, je me permettais juste de rappeler qu'on est tous d'accord aussi pour aller évaluer la santé hépatique des patients qui ont des comorbidités métaboliques, en particulier les patients diabétiques ou vivant avec l'obésité, avec au moins une autre complication cardiométabolique. Voilà. Et donc, nous passons à la dernière partie qui est le carcinome hépatocellulaire. Le meilleur pour la fin, après le plus important au début. Donc, je voulais juste rappeler que bien que le carcinome hépatocellulaire soit une maladie évitable, en France en tout cas, c'est lié principalement au mode de vie, la stéatopathie métabolique et l'alcool, il y a encore l'incidence est encore en augmentation. Alors ça s'est stabilisé chez l'homme, mais c'est en augmentation de plus de 2% chez la femme. Donc on n'en est pas sorti du carcinome hépatocellulaire et c'est encore un cancer de mauvais pronostic qui est parmi les 7 cancers de plus mauvais pronostic identifiés dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Donc c'est un problème de santé publique majeur qu'il faut qu'on prenne en charge. Donc, si on n'a pas réussi à prévenir la survenue du carcinome hépatocellulaire par tout ce qu'on aurait pu faire pour prendre en charge les facteurs de risque dont je viens de parler, il faut, une fois qu'on a fait le diagnostic de la cirrhose notamment, quand il y a une indication de dépistage, il faut faire le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Et je voulais parler de cette étude intéressante faite aux États-Unis. Ils ont fait en fait un essai randomisé pour tester une intervention pour améliorer le dépistage. Donc c'est un essai randomisé contrôlé qui a été fait dans 3 systèmes de santé aux États-Unis, avec une inclusion de plus de 2800 patients avec une cirrhose qui avait été identifiée dans les bases de données de santé par les codes CIP10 et vérifiée par les investigateurs. L'intervention, c'était un courrier de rappel et une aide à la navigation. Je vais vous expliquer ça. Donc le diagramme de flux est tout petit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait plus de 1000 patients dans chaque bras, le soin usuel et l'intervention. L'intervention, c'était quand même pas rien
parce qu'il y avait d'une part une intervention de sensibilisation qui consistait à l'envoi par courrier d'un document d'une page en termes simples, en anglais, en espagnol. On est aux États-Unis, une information sur le risque de carcinome hépatocellulaire, aussi comment est-ce qu'on doit faire le dépistage. Et puis, s'ils n'avaient pas répondu dans les 2 semaines, il y avait un contact qui était pris par le centre de prise en charge. Et puis, en plus de ça, quand les patients avaient répondu, il y avait une aide à la navigation, c'est-à-dire pour pouvoir obtenir la complétion du dépistage, c'est-à-dire qu'ils avaient un appel 5 à 7 jours avant l'échographie, et puis si elle était normale, la prise du rendez-vous pour 6 mois après. Donc, c'est quand même une intervention costaud. Et l'autre chose importante, c'est qu'ils ont l'étude qu'ils ont fait, c'est la complétion du suivi, c'est sur une période de 3 ans. Alors les résultats, ils peuvent paraître un petit peu décevants puisque en fait, dans le groupe de soins usuels, il y a à peine plus de 3% des patients qui ont achevé correctement leur dépistage semestriel pendant 3 ans et puis la prise en charge quand il y avait un nodule dans les 3 mois par une imagerie en coupe et puis ensuite le traitement dans les 3 mois suivant le diagnostic. Donc en fait, la complétion du dépistage, ça allait jusqu'au cancer du foie s'il y en avait un ou un suivi pendant 3 ans. Donc 3% chez les patients dans le soin usuel, 6% dans le groupe intervention. Bon, c'est une étude positive, on double. Ça reste un petit peu décevant. Et puis l'autre élément important, c'est une étude qui est faite aux États-Unis dans un groupe assez varié de population et dans tous les groupes, en particulier les groupes fragiles ou qui ont traditionnellement moins d'accès aux soins, mais il y avait un bénéfice de l'intervention dans tous ces groupes-là. Bon, c'est un premier travail. Enfin, on sait l'importance du dépistage. On sait aussi que on a peu de patients dépistés dans le cadre diagnostiqués pour leur carcinome hépatocellulaire dans le cadre d'un dépistage. Donc c'est une incitation à mettre en place des interventions. Bon, on multiplie par 2, très bien. Tu as dit que c'était décevant. C'est un doux euphémisme, quand même. 7%. Toute l'énergie déployée pour 7%. Ouais. Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que tu penses qu'en France, on est un peu meilleur ou c'est pareil? En fait, dans les données qu'on a, c'est surtout, dans les chiffres qu'on a, c'est moins de 30. Alors, quand je suis gentille, ça dépend, moins de 30 ou moins de 20% des patients qui sont diagnostiqués de leur carcinome hépatocellulaire dans le cadre d'un dépistage. Mais en fait, on a juste regardé l'échographie de la fois d'avant. La précédente. On n'a pas regardé on a très peu de données sur 3 ans. Il y a un travail qui n'est pas encore publié, qui a été fait dans le SNDS, qui suggérait que c'est moins de 10% des patients qui, sur la durée, sur 24 mois, ont le nombre d'échographies qu'ils devraient avoir. Donc on n'est pas très bon non plus. Il y a un énorme travail à faire sur le dépistage parce qu'en fait, ça change complètement le pronostic des patients puisque s'il y a dépistage, 70% de traitement à visée curative. Si on n'est pas diagnostiqué dans le cadre de dépistage, c'est moins de 30% de traitement à visée curative. Donc là aussi, on a une façon simple d'améliorer le pronostic du carcinome hépatocellulaire, mais il faut qu'on ait les moyens, c'est-à-dire qu'il faut le personnel pour suivre les patients. Une autre piste, peut-être qu'il faut déléguer cette activité, mais pour déléguer, il faut avoir du monde. Alors ensuite, on passe au traitement. Et j'ai voulu parler de cette étude qui est une analyse post-hoc de l'étude IMBREF 150, qui est l'étude d'enregistrement de la combinaison atezolizumab et bevacizumab immunothérapie pour le traitement du carcinome hépatocellulaire. IMBREF 150, c'était versus sorafenib. Et c'est en fait, dans l'essai d'enregistrement, on avait peu d'informations sur le type d'effets secondaires et notamment les complications hépatiques, les événements hépatiques. Et donc, ce travail a essayé d'aller regarder la prévalence de ces décompensations hépatiques et puis éventuellement l'impact sur le pronostic des patients. Ils ont défini les décompensations hépatiques cliniques précoces par l'apparition d'acide, une rupture de VO, l'encéphalopathie ou un ictère dans les 3 premiers mois suivant le début du traitement, mais sans progression tumorale. Et dans l'étude IMBREF 150, les facteurs associés à la survenue d'une décompensation hépatique dans les 3 mois sans progression, c'était le score ALBI de grade supérieur ou égal à 2, un INR à partir de 1.5 et la présence d'une invasion macrovasculaire. C'est pas une grosse surprise, néanmoins c'est important de se rendre compte, et c'est ce qui est montré là, c'est que les patients qui présentent ces critères-là, ils sont à
plus haut risque de présenter une décompensation hépatique sans progression. Et pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'en fait, dans ce travail, c'est les patients, c'est la dernière courbe, celle qui est le plus bas, les patients qui avaient une décompensation hépatique sans progression dans les 3 mois qui suivaient le début du traitement, c'est eux qui avaient le moins gros pronostic et le taux de mortalité plus élevé. C'était moins bon que d'avoir une progression dans les 3 mois sans décompensation clinique. Donc, c'est sûr que quand on a un seul traitement, on n'a pas forcément le choix, mais ça peut être intéressant de se poser la question pour ces patients-là, si on a d'autres options thérapeutiques. Puis ça peut être intéressant aussi comme notion, et c'était aussi l'objet de ce papier, cette notion à prendre en compte dans le design des essais, puisque il y a une mortalité hépatique assez précoce qu'il faut prendre en compte aussi. Et donc, en 2024, nouveau traitement disponible dans le carcinome hépatocellulaire non résécable. C'est l'association tremelimumab plus durvalumab. Alors là, c'est une double immunothérapie, contrairement à l'association atezolumab et bevacizumab où il y avait une immunothérapie anti-angiogénique. C'est une étude de phase 3. Le design, c'est 3 bras en fait. La combinaison durvalumab tremelimumab, une monothérapie durvalumab versus sorafenib. Ce qui est important dans les critères d'inclusion des phases 3, c'est un peu toujours les mêmes, sauf que dans l'étude atezolumab et bevacizumab, ils prenaient les thrombospores tumorales avec atteinte du tronc. C'est vraiment des critères des patients avec un mauvais pronostic, tandis que dans cette étude-là, il n'y avait pas d'atteinte tronculaire. C'est important quand même à garder en tête quand on voit les résultats. Et puis, ils ont fait de multiples tests. Ils ont comparé la combinaison avec le sorafenib. Ils ont comparé le durvalumab seul avec le sorafenib en voyant déjà si c'était non inférieur et puis éventuellement si c'était supérieur. Ils n'ont pas comparé la combinaison avec le durvalumab. C'est une étude positive sur son objectif principal avec une amélioration de la survie dans tous les sous-groupes étudiés. Donc positif pour la combinaison qui s'appelle STRIDE, durvalumab plus tremelimumab. Concernant la comparaison durvalumab versus sorafenib, le durvalumab il est non inférieur au sorafenib mais il n'a pas montré sa supériorité. C'était des analyses qui étaient prévues initialement. Évidemment. Et alors, ce qui est intéressant avec cette combinaison, c'est la réponse objective. Alors, on était autour de 30% avec la combinaison atezolumab et bevacizumab. On est dans des chiffres qui sont considérés comme comparables. Enfin, on n'a pas d'études comparatives, donc en fait, je devrais pas vous donner ces chiffres, les mettre en face comme ça, mais on a quand même des réponses intéressantes, notamment en termes de réponses complètes. 11% de réponses complètes avec la combinaison, alors 0% de réponses complètes avec le sorafenib. Et c'est peut-être pour ça qu'on a en fait, et l'autre intérêt aussi de cette combinaison, c'est qu'on a des données à très long terme. Là, dans ce travail qui a été publié, on est à 60 mois, mais à l'ESMO ont été présentées les données à 5 ans. On est à presque 20% de survie à 5 ans pour la combinaison durvalumab et tremelimumab. Donc c'est une combinaison qui est aussi très très intéressante, avec, comme vous le voyez, à long terme la conservation de la différence. Et puis, dernière étude, on a été, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du carcinome hépatocellulaire, un peu déçus sur l'association des combinaisons d'immunothérapie en traitement adjuvant, des traitements à visée curative, résection et traitement percutané, une étude qui s'est révélée négative, présentée à l'ESMO. Et du coup, on se pose la question de savoir si c'est le bon design, le bon concept, l'adjuvant, c'est-à-dire après le traitement. Et donc, ce travail qui a été publié cette année, il s'intéresse au traitement néoadjuvant. Donc, c'est les résultats d'un consortium qui a accumulé les données de 5 essais de phase 1 et 2 en néoadjuvant, c'est-à-dire avant la résection, et puis des cohortes observationnelles standardisées dans 12 centres, USA, Angleterre et Taïwan. Et donc, ils se sont intéressés à la réponse histologique après un traitement préopératoire par une immunothérapie. Ces patients avaient eu au moins 1 mois et demi d'immunothérapie avant d'être opérés. Et là, ce que je vous montre, c'est la réponse. Les différences de couleurs, c'est est-ce que la réponse
était objectivée sur le plan radiologique. Parce qu'en fait, il peut y avoir une différence entre la radiologie peut méconnaître la réponse objective anatomopathologique. Ce qui est important, c'est de voir que près d'un tiers des patients avaient une réponse majeure, c'est-à-dire plus de 70% de nécrose et de disparition de tumeurs actives. Et il y avait même presque 20% de patients avec une réponse complète. Et encore plus intéressant, les patients qui avaient une réponse majeure, c'est-à-dire plus de 70% de nécrose tumorale, ils avaient une survie sans récidive plus longue que les patients qui n'avaient pas de cette nécrose, cette réponse complète. Et les résultats étaient encore meilleurs quand il y avait une réponse complète. Ces données sont disponibles dans ce papier. Donc je trouve que ça donne de l'espoir aussi pour l'association des traitements à visée curative, parce qu'on est content de proposer un traitement à visée curative, résection, destruction péricutaneée aux patients, mais il y a quand même à 5 ans plus de 50 à 70% de récidive, donc on n'est pas au bout du chemin quand on a eu un traitement dit à visée curative. Et voilà pour stéatopathie et carcinome hépatocellulaire. Eh bien, merci beaucoup Charlotte. C'est le moment de conclure cette webconf annuelle. Je te remercie, toi, Aurélie et Édouard, pour la qualité de vos présentations, puis pour cet excellent digeste des meilleures communications scientifiques 2024. Je remercie aussi également nos partenaires industriels pour leur soutien institutionnel. Et puis, je vous donne rendez-vous pour notre congrès annuel de la FEF, notre prochain grand rendez-vous de l'année. Congrès qui se tiendra cette année à Paris, Montrouge, du 24 au 26 septembre. À très bientôt.